bonjour à toutes et tous. Je suis effectivement ravi d'être ici à l'invitation notamment de Marc Billot. Alors, je tiens à préciser tout de suite que je n'ai pas spécifiquement travaillé en tant que sociologue sur les questions de e-santé, mais j'ai croisé plusieurs fois au cours de mes recherches, et je vais en parler, les questions d'information et de communication dans le champ de la santé et dans les politiques, enfin, dans les prises en charge médicales. Et puis par ailleurs, le deal avec Marc, c'était de faire un peu un bilan de littérature sur le sujet et puis international, et de présenter quelques travaux qui me semblent être importants d'avoir en tête pour comprendre cette question de l'impact des technologies de l'information et de la communication en santé en général et en cancérologie en particulier. Et ça sera un point de vue, le point de vue de Sylvie est tout à fait sociologique. Hein. Mon point de vue sera sûrement plus critique que peut-être sociologique, mais voilà. Parce que je pense que je voudrais discuter ici un certain nombre de croyances qui circulent à propos de ces nouvelles technologies. Enfin, elles sont plus si nouvelles que ça, ces technologies de l'information et de la communication, que l'on crédite, je dirais, d'un pouvoir quasi démiurgique. Bon. Alors, est-ce que, effectivement, la question de départ, c'est est-ce que les technologies de l'information et de la communication constituent une révolution médicale, alors que ça soit pour le pire ou pour le meilleur? Hein, est-ce que, finalement, les technologies de l'information et de la communication sont si révolutionnaires que ça? Alors, j'ai oublié mes lunettes et je suis myope, donc voilà, mais je vais faire ça de mémoire. Alors, effectivement, ce qui est assez frappant quand on regarde un peu je dirais, les controverses, je dirais notamment publiques sur les technologies de l'information et de la communication, c'est que, effectivement, on crédite ces technologies d'un pouvoir quasi démiurgique. Hein, aussi bien d'ailleurs dans les politiques de prévention que dans les prises en charge médicales et en cancérologie en particulier. Alors, ce qui est assez confondant quand on analyse un peu ça en surface, c'est que vous avez d'abord des prophéties de félicité. Alors j'aurais pu multiplier les exemples. Où effectivement on annonce l'avènement d'une révolution qui évidemment aura des effets tout à fait bénéfiques. Alors j'ai renoncé à mettre les exemples, mais c'est la médecine 2.0, effectivement tous les discours autour de la e-santé, du big data, etc. Et puis alors vous avez effectivement en contrepoint de ces prophéties de félicité, vous avez des prophéties de malheur. Alors qui partagent évidemment le même attendu que les prophéties de félicité, c'est que effectivement ces technologies de l'information et de la communication ont forcément un impact révolutionnaire sur les prises en charge médicales. Mais là, c'est plutôt du côté des médecins, et Sylvie l'a très bien dit, c'est effectivement l'idée que finalement il y aurait une dénaturation par les technologies de l'information et de la communication, du colloque singulier, de la confiance du patient dans le médecin. Ça, Sylvie vient d'en parler, donc je ne vais pas développer. Donc, que ça soit pour s'en réjouir ou pour le déplorer, de toute façon, on crédite ces technologies d'un pouvoir très puissant hein, de restructuration de l'ensemble du champ de la santé. Alors, cette révolution technologique, et là aussi je suis raccord avec Sylvie, est adossée effectivement à souvent à l'extrapolation, alors je vais préciser pourquoi je dis l'extrapolation et entre parenthèses abusive, de transformations socioculturelles, effectivement l'avènement de patients experts, d'individus qui seraient des acteurs et des gestionnaires de leur santé et qui finalement seraient complètement en attente de ces technologies de l'information et de la communication. En quelque sorte, il y aurait une demande sociale très large pour ce type de technologie. Alors, en lisant ces controverses, ces débats, ces prises de position publiques, j'ai un léger doute. Hein. D'abord, effectivement, quand on parle des technologies de l'information et de la communication en santé, de la e-santé, effectivement, on s'aperçoit d'abord que ça renvoie à des réalités technologiques très très différentes et avec des finalités finalement très très différentes et qu'on met sous e-santé des choses qui parfois n'ont pas vraiment je dirais, de rapport, ou en tout cas des rapports très très lointains. Alors, ce qui me pose encore plus problème, c'est effectivement la vision amorphe du social qui sous-tend ces analyses. Et c'est une vision amorphe aussi du système de santé. Alors, il n'y aurait pas d'inégalité, il n'y aurait pas de structure, il n'y aurait pas de rapport de pouvoir entre spécialités. Enfin, on aurait quelque chose, un peu, j'y reviendrai, un système de santé qui serait une cire molle
sur laquelle les technologies de l'information et de la communication viendraient imprimer de manière indélébile leur marque. Et effectivement, ça laisse un peu rêveur quand on connaît un peu les travaux en sociologie de l'information et de la communication ou en sociologie des sciences et des techniques. On sait très bien que ça ne se passe jamais comme ça. Et puis, effectivement, ces discours passent quand même sous silence, et ces discours très généralisants passent sous silence quand même des... Alors, je sais que quand je parle de ça devant des colloques, devant un parterre de médecins, je risque toujours gros, mais quand même, des inégalités sociales, en général, et des inégalités sociales de santé, et d'accès aux soins, ou aussi de prise en charge médicale très fortes. Alors, elles sont invisibles, bien souvent, on en parle très peu, mais elles sont réelles, et en France, elles sont particulièrement marquées, particulièrement aussi en cancérologie. Donc, effectivement, on se dit, quid de l'impact de ces technologies de l'information et de la communication sur ces inégalités? Et en retour, quel est l'impact de ces inégalités sur les usages de ces technologies de l'information et de la communication? Alors, voilà, donc effectivement, quand je lis ça, j'avoue que sociologiquement, j'ai une perte de foi. Voilà. Alors, deux cas invitant au doute. Alors ça, ce qui rapporte sur des travaux que j'ai menés moi-même. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire des palmarès hospitaliers. Hein, c'est-à-dire, alors j'avais fait une enquête de terrain auprès des journalistes et j'analysais la fabrique de ces palmarès. Et puis surtout, j'ai eu accès à leurs courriers, à leurs archives. Et donc, c'est assez intéressant à analyser. Alors, ce qui était assez frappant quand est sortie la première liste noire des hôpitaux en 97, c'est effectivement une dramaturgie complète. C'est-à-dire que ça a été effectivement d'une violence, une controverse très très violente autour de la publication de ces palmarès. Alors effectivement, entre les journalistes et leurs sources d'un côté, et puis de l'autre côté, les médecins, et notamment certains chirurgiens qui étaient mis à l'index. Et donc, il y avait quelque chose de la dramaturgie parce que, en fait, les journalistes, le trio de journalistes, dont deux médecins par ailleurs, enfin deux médecins sortis du rang, passés au journalisme, mais deux médecins qui sont d'ailleurs condamnés par l'ordre des médecins suite à cette affaire des palmarès. Bon, pour les journalistes, ils étaient persuadés, et ça c'était frappant en faisant les entretiens avec eux, ils étaient persuadés qu'il y avait une demande de transparence, que les usagers voulaient faire des choix avisés et que, de facto, il y aurait des conséquences sur la fréquentation des différents établissements, notamment ceux qui étaient pointés du doigt. Et puis de l'autre côté, vous aviez les médecins qui, effectivement, eux aussi croyaient que ça allait vider leur service dès lors qu'ils étaient pointés du doigt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il ne s'est rien passé. Voilà. C'est-à-dire que, d'abord, les journalistes ont été profondément déçus du contraste entre les records de vente, hein, ça a été la poule aux œufs d'or, c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs les palmarès se multiplier. Ensuite, hein, ça sauve une presse écrite en mal de viabilité économique. Et donc, on a vu les palmarès se diffuser. Et eux, ils sont passés de Sciences et Avenir au Figaro Magazine et puis au Point. Hein. Donc, je veux dire, c'est quand même une promotion professionnelle extraordinaire. Hein. Donc, effectivement, ils ont réussi leur coup là-dessus. Mais alors, par contre, ils étaient profondément déçus parce qu'ils ont observé quand même le non-effet des palmarès sur les établissements qu'ils pointaient du doigt. Donc, dépit. C'est-à-dire la croyance du journaliste prise en défaut, enfin, et puis la croyance dans la capacité de l'information à restructurer le système de santé. Alors, j'aurais pas le temps de développer ici, mais en allant voir dans les archives et le courrier reçu par les médecins, par les journalistes, on s'aperçoit assez vite que ce qu'on appelle les pactes de lecture avec ce type de publication sont très différents, je veux dire, et sont loin d'être réductibles à du consumérisme, mais ça peut être sur l'ordre du scandale, etc. Donc, des pactes de lecture très différents avec ce type d'objet qui n'impliquent pas des changements de pratique. Et alors, il y a une étude économétrique qui a été très intéressante, qui a été faite par Brigitte Dormont et Barami, sur la quantification économétrique de l'impact des classements sur la fréquentation des établissements. Et qu'est-ce qu'ils observent? La même chose que les journalistes, en fait. Hein. Bon, maintenant, c'est quantifié. C'est que ces classements n'ont pas d'effet sur les hôpitaux à but non lucratif, et ils ont des effets, mais sur des prises en charge très spécifiques, comme la prothèse de hanche, je ne vais pas détailler. Donc, on voit bien là que la prophétie du patient qui attendrait, qui serait en demande
de transparence, d'information, etc., et finalement largement infondée, en tout cas, repose sur une généralisation abusive. Alors, il y a un deuxième cas qui m'avait intéressé, moi, c'est le dossier médical personnalisé, qui est devenu assez rapidement le dossier médical mal parti, enfin, le dossier mal parti. Vous savez, c'était la réforme de l'assurance maladie en 2004. Alors là, c'est la coordination des acteurs plutôt que l'information des patients. Et je trouve, et donc c'est très intéressant parce qu'il y avait un fort investissement politique. Et je me souviens à l'époque, le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, plaçait tous ses espoirs sur le DMP. Hein, et ça allait coordonner les acteurs, c'était magnifique. Donc un fort portage politique. Et qu'est-ce qu'on a observé? Ben rien. C'est-à-dire un gouffre financier pour des effets très peu probants. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous analysez les rapports technocratiques, c'est toujours une lecture technique. Il y a un défaut d'élaboration technique, etc. Mais jamais une lecture sociologique. C'est-à-dire ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que, en fait, et je cite ici Yann Bourgueil, hein, qui le rappelle très bien, et je trouve que ça mérite aussi d'être mémorisé, c'est qu'effectivement, il y a lui, en tant que... Alors, il est presque sociologue, mais il n'est pas que ça, il est spécialiste, c'est un médecin de santé publique, si je me souviens bien, et spécialiste en gestion et en économie de la santé, et il dit finalement, alors, cela, je m'en vais me rapprocher, hein, croire que parce qu'un outil de coordination existe, les gens vont spontanément se coordonner, typique de la technostructure française, qui réduit les politiques toujours à la recherche de la solution miracle. C'est... Ouais, mais je suis filmé, alors je... Oui. Ah, mais là, je ne vois absolument rien. Bon, d'accord, mais c'est gentil, c'est gentil. Bon, voilà. Bon, on aura essayé. Bon, voilà. Donc, je trouve que ces deux cas, dans le cas de l'information des patients et dans le cas de la coordination des acteurs, on voit bien que ces nouvelles, enfin, les technologies et plus généralement les prophéties autour de ces technologies ont souvent été prises, à revers. Alors, la question, c'est pourquoi cette croyance, d'abord? Alors, je ne vais pas détailler ici plus avant, mais d'abord parce qu'on a une vision asociologique des acteurs de la relation thérapeutique, mais aussi des processus d'information et de communication. C'est-à-dire, une vision, sociologiquement éthérée. C'est-à-dire que les gens n'ont pas d'ancrage social, ils ne sont pas pris dans des rapports de pouvoir, ils ne sont pas pris dans des inégalités, etc. Et donc, on a effectivement une lecture qui est complètement plate, sociologiquement, de ces processus. Alors, je ne vais pas détailler ici l'ensemble des hypothèses qui pourraient expliquer la force d'une croyance qui est régulièrement démentie par les faits. Effectivement, je vais en souligner quelques-unes. D'abord, une fascination technologique finalement très répandue dans le cadre de l'idée qu'on serait dans l'avènement d'une société de communication. La diffusion, Sylvie en a parlé, d'une conception de l'individu autonome et rationnel opérant un travail constant sur lui-même, hein, en quête d'autonomie. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. Hein. En sociologie, ça a été bien démontré pour les maladies chroniques, mais c'est très loin d'être généralisable à l'ensemble des patients, et y compris des patients même qui peuvent être aussi malades chroniques. Je ne reviendrai pas sur les politiques publiques, mais ce qui me semble très intéressant, c'est que les politiques publiques, de plus en plus, sont structurées autour de ce que j'appelle un individualisme de principe, c'est-à-dire, en gros, il faut responsabiliser les acteurs, il faut en faire des usagers informés, etc. Mais je dirais que c'est un individualisme de principe qui est très peu nourri ou informé par des enquêtes sociologiques, et pour cause. Voilà. Alors, c'est lié aussi au déclin, et je vais parler pour ma paroisse, des sciences sociales comme expertise dans les politiques publiques au profit d'autres formes d'expertise comme l'économie de la santé, etc. Bon, effectivement, on voit bien que ces politiques publiques reposent de plus en plus sur l'idée d'un individu, mais un individu abstrait, pas un individu, si vous voulez, concret, ancré sociologiquement. Bien. Il y a quand même les généralisations abusives, me semble-t-il, des porte-paroles des associations de malades et d'usagers, c'est-à-dire que souvent, ils prennent leur cas pour une généralité, hein, et en fait, effectivement, c'est un discours qui est très à la mode autour de la démocratie sanitaire, et c'est mon ami Didier Tabuteau, je sais qu'il aime beaucoup ça. Mais voilà, effectivement, il y a quelque chose là qui me paraît être... J'ai été récemment aussi, sans encore invité à parler de ça. J'ai été frappé quand je disais ça, que je disais mes doutes, je me suis heurté à un tir de barrage. Alors le CIS, c'est le collectif interassociatif sur la santé. Et donc on voit bien que, en quelque sorte, il y a une forme de généralisation, une forme d'ethnocentrisme, je
dirais, de certains porte-paroles qui généralisent volontiers à l'ensemble des patients, ce qui est leur cas particulier. Et puis, effectivement, une vision biomédicale, me semble-t-il, en cancérologie, c'est particulièrement net. C'est-à-dire que la fascination pour la technique qu'il peut y avoir, par exemple, en cancérologie, se redouble aussi d'une fascination peut-être pour les technologies plus générales de l'information et de la communication. Et plus généralement, on voit bien que la biomédecine, alors Sylvie en a parlé, mais c'est effectivement le travail très intéressant de Patrice Pinel, où on voit bien que c'est la cancérologie elle-même qui génère une double représentation, une injonction contradictoire, comme tu le disais, entre d'un côté, effectivement, un sujet, quelqu'un qui doit se prendre en charge, le patient sentinelle, qui doit être un sujet de la relation thérapeutique, hein, notamment en termes de dépistage précoce, et puis de l'autre côté, qui doit être quand même un objet, hein, de la biomédecine et d'une biomédecine que l'on dit de plus en plus technique, déshumanisante, protocolisée, etc. Et on voit bien que cette tension n'est pas liée seulement aux évolutions sociales, mais elle est liée à l'évolution de la cancérologie elle-même. Et il me semble que Patrice Pinel, c'est à propos de la cancérologie qu'il dit ça, parce que c'est lui qui a fait... Qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la cancérologie, qui démontre qu'effectivement, il y a une tension qui est constitutive, je dirais, de la cancérologie moderne entre l'objet et le sujet. Voilà. Mais d'une façon générale, cet objet ou ce sujet est perçu, je dirais, de manière asociologique. C'est assez frappant. Alors, je vais prendre deux cas ensuite. Je ne sais pas combien de temps il me reste, d'ailleurs. Non? Bon, 5 minutes? C'est catastrophique, d'accord. Bon. Donc l'Internet, est-ce que c'est un instrument? Alors, il y a une étude qui est très intéressante, alors je vais tout de suite le dire ici, que j'ai trouvé particulièrement intéressante et qui étudie l'impact de l'Internet sur les politiques de prévention et qui repose sur des analyses statistiques très intéressantes. 10 minutes? Bon. D'accord, merci Marc. Alors, on voit bien, et je ne vais pas détailler l'ensemble de l'étude, c'est l'étude de Renaï et Chauvin en 2008, des inégalités, alors individuelles, ça ne veut rien dire, mais enfin, c'est pour distinguer des inégalités contextuelles, mais on voit bien, en effet, que ce qui est assez frappant en lisant ces travaux, qui sont très intéressants, parce qu'ils quantifient aussi le phénomène du recours à Internet et du recours à Internet en santé, c'est pour ça que les auteurs parlent de double fracture numérique, c'est qu'il y a une inégalité d'accès à Internet, d'une part, et évidemment des inégalités en termes d'accès à Internet pour rechercher de l'information en santé. Et il est assez frappant, et on le voit toujours, ça c'est quelque chose d'assez régulier et pour travailler sur les inégalités sociales de santé avec Thierry Lang et d'autres, c'est que bien souvent Internet risque de redoubler des inégalités déjà existantes. Voilà. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Internet n'aura pas cette potentialité justement de démocratisation, en tout cas pour tout le monde. Elle renforcerait plutôt, si vous voulez, ceux qui sont déjà favorisés, hein, en gros les catégories moyennes et supérieures qu'on appelle chez les médecins le client MGEN, et puis de l'autre côté, effectivement, les catégories populaires qui, elles, ont un accès beaucoup plus difficile à Internet et surtout qui ont moins recours à l'accès à Internet pour les questions de santé. Bon, je ne vais pas détailler l'étude, il faudrait évidemment en parler longuement. Puis il y a des inégalités contextuelles. Alors ça, c'est une deuxième vague d'enquête qui est assez intéressante. Deuxième vague d'enquête parce qu'elle montre que, effectivement, le lieu de résidence, le quartier de résidence, impacte largement les questions de recours à Internet. Et donc là encore, on trouve que les inégalités socio-économiques de statut social sont redoublées par des inégalités évidemment géographiques, ce qui ne surprendra pas le sociologue outre mesure, mais qui mérite d'être appelé ici. Alors, il y a une étude que j'ai trouvée un peu par hasard, mais qui est très intéressante parce qu'elle fait un bilan de littérature internationale sur le sujet et en même temps analyse à partir d'un cas bien particulier la question des tablettes numériques en cancérologie. Et donc c'est un projet qui a été porté par l'Institut Gustave Roussy sur l'amélioration des parcours de soins grâce aux tablettes numériques. Alors, ce que souligne cette étude, c'est d'abord, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on crédite ces outils, en tout cas, on leur assigne des objectifs qui sont multiples, souvent flous et concurrents. Voilà. C'est-à-dire qu'on attend un peu tout de ce type d'outils. Voilà.
C'est-à-dire qu'on place une foi un peu démesurée dans ce type d'outil. Donc je ne détaille pas, mais on voit bien que c'est des finalités très différentes. Et alors ce qui est assez frappant dans le bilan de la littérature que fait cette enquête, c'est qu'elle dit que finalement, et elle redouble ce que je disais en début d'intervention, c'est que les gains anticipés des technologies de l'information et de la communication ne sont pas aussi avérés que prévus. C'est-à-dire les études empiriques qui existent sur le sujet montrent qu'en fait, on survalorise, on exagère, je dirais, les gains à attendre, notamment en termes de productivité ou de coordination des soins de ce type de technologie. Bien. Et puis, ce qui me semble intéressant, c'est une phrase que j'ai retirée de cette étude, faite par des gestionnaires, c'est le design de l'intervention est une étape critique de tout projet de technologie de l'information et de communication en santé. Alors, l'idée, c'est de dire que souvent, on considère comme intendance technique ce qui n'en est pas. Et les auteurs poursuivent, à ce stade, les défis sont plus organisationnels et politiques que technologiques. Donc c'est exactement l'inverse de la lecture du DMP par les rapports un peu des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire une lecture technique d'un échec, alors qu'il faut y voir d'abord un défaut organisationnel et politique avant d'être un défaut de conception technique. Et donc on retrouve effectivement la même conclusion que dans les DMP, c'est que la coordination des acteurs et l'amélioration des prises en charge ne peut être résolue mécaniquement par l'appel aux technologies de l'information et de la communication, c'est plutôt la relation inverse. Alors je me dépêche. Alors ça, c'est un graphique qui est tiré du papier et qui montre comment les technologies, alors il faudrait que je le détaille plus largement, mais comment elles font l'objet de cycles d'enthousiasme, puis de désillusion, donc la pente, et puis une phase de consolidation, où d'ailleurs, parfois, les finalités de l'outil changent au cours du déploiement. Donc, bien souvent, on en est au stade de la désillusion après l'enthousiasme généralisé sur les potentialités de telle ou telle technologie. Alors, quelques mots de conclusion qui pourraient résumer ce que j'ai lu dans la littérature à la fois internationale et française. D'abord, il ne faut pas généraliser, mais ça, Sylvie en a bien parlé, abusivement à partir d'expériences très spécifiques ou encore de comportements de patients socialement situés. Voilà, c'est-à-dire ce patient qui serait en demande de technologie de l'information et de communication n'est pas aussi universel qu'on a tendance à le croire. Il existe, alors ça, c'est ça qui me frappe, quand vous analysez la littérature internationale, c'est les certitudes avancées par certains promoteurs des technologies de l'information et de la communication et le peu d'études empiriques sur les effets concrets, l'impact de ces technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là d'un décalage, je dirais, entre effectivement ce que je disais, des prophéties fortement soit enthousiastes, soit critiques, et puis de l'autre côté, les faibles études empiriques. Évidemment, je l'ai dit, le social comme le système de santé ne sont pas des cire-mols sur lesquels les technologies viendraient imprimer leur marque. Et là, je redouble clairement ce qu'a dit Sylvie. Alors, moi, je le résumerai à ma façon comme ça, par analogie avec les sondages. Hein, vous savez, on dit, il ne faut pas demander ce que les sondages font aux gens, il faut demander ce que les gens font des sondages. Bon, et ben c'est, à mon avis, complètement applicable aux technologies de l'information et de la communication. Il ne faut pas se poser la question de ce qu'au fond vont faire les technologies aux acteurs du système de santé, mais plutôt celle inverse, de ce qu'au fond ou veulent faire les acteurs du système de santé des technologies de l'information et de la communication. Et ce qui est assez frappant dans les études, et je reviens sur l'étude des gestionnaires, mais qu'on retrouve un peu partout, c'est que les technologies de l'information et de la communication ne peuvent résoudre à elles seules les conflits de territoire professionnels, les enjeux de pouvoir et les défauts de confiance et de coordination des acteurs. Voilà. En quelque sorte, la politique précède la technique, si je devais le définir de cette façon. Voilà, je vous remercie.